Je viens de voir les matchs Breaking Point 2009. Si on a affaire à un mauvais pay-per-view avec la carte, elle est gigantesque. On a CM Punk contre Undertaker pour le titre poids lourd dans un submission match. On a Christian Coutinho Regal pour le titre de la ICW. Je crois que c'est la dernière fois qu'on a le titre de la ICW qui est en jeu. On a DX contre Legacy dans un Submission Anywhere match, je pense que ça s'appelle comme ça. On a Randy Orton contre John Cena dans un I Quit match pour le titre de la WWE. Je pense très sincèrement qu'on a affaire à de potentielles pépites pour ce pay-per-view. Par contre, on a aussi affaire à d'autres choses, comme un Singapore Kane match entre le Great Khali et Kane. Bon, bref, je pense qu'on a quand même un potentiel pay-per-view de l'année qui peut être construit autour de ces matchs-là. Mais surtout, et là, vous êtes très nombreux, je pense, à m'avoir dit que j'avais pas de chance avec les fins à disqualification dans les matchs que j'analysais entièrement avec vous. Donc, non, je ne vais pas vous présenter CM Punk contre Undertaker parce que je me souviens de la fin. C'est pas une disqualification, mais c'est très controversé et je suis pas forcément fan. C'est pour ça que je vais vous faire Randy Orton contre John Cena dans le I Quit match. Je sais qu'il n'y aura pas de disqualification vu que c'est un I Quit match et cette fois-ci je suis un peu plus intelligent que ça. Par contre, je me doute que John Cena va gagner parce que je me souviens pas du tout du résultat. Je crois que j'ai jamais vu le match, ce match-là. Mais je crois que John Cena n'avait jamais perdu un I Quit match et je crois que c'est toujours le cas actuellement. Donc je pense que Cena gagne. Est-ce qu'il y aura une controverse? Est-ce qu'il y aura quelque chose de ce style-là? Est-ce que le match sera bon? Je l'espère. Dans tous les cas, on va pas commencer par ce match-là. Je sais même pas par quel match on va commencer, mais j'ai hâte de voir ces shows-là. Et on se retrouve donc juste après le premier match pour, je l'espère, un début magistral. Mais je vous dirai ça genre dans 4 secondes. Il essaye, l'arbitre va tenter à l'air. Non, non, le droit, non, le droit. Oh non, et si. Ça s'est joué un peu. L'arbitre a été complètement floué là sur cette histoire. Il a été roulé dans la farine. Le Big Ouais, franchement, le match, il est bien uniquement sur la fin, hein, je tiens à vous rassurer. Je me suis fait chier au début, je me suis fait chier à la fin, au milieu, et la fin, elle est quand même assez plaisante. Les 2-3 dernières minutes, c'était plutôt pas mal. Mais sinon, ouais, encore une fois, vous savez tout l'amour que je porte pour MVP et pour Marc-Henri. Pire équipe niveau charisme, pire équipe niveau in-ring, je pense. Et ils affrontent, je pense, une des meilleures équipes de l'année avec la DX et Legacy. Je pense qu'on est vraiment sur l'une des équipes de l'année. Donc, sont Chris Jericho et Big Show, donc vous l'avez compris, qui battent Mark Henry et MVP pour conserver leur titre unifié par équipe. Ouais, ça fait le taf niveau ambiance pour l'opener, mais niveau in-ring, je sais pas, il y a quelque chose qui manque. Même s'il y a une histoire qui est racontée, il y a quelque chose, à mon sens, qui devrait être en plus dans un pay-per-view qui est comme Breaking Point. Je crois que c'est le seul, d'ailleurs. Le seul qui existe, ou en tout cas, c'est le tout premier. Ça, c'est une certitude. Non, c'est bien le seul. Je confonds avec les Bragging Rights où il y en a eu deux. Mais ouais, vraiment, je sais pas si je dois être déçu parce que je m'y attendais un peu ou si je dois quand même être content parce que la fin, elle fait le taf quand même. Je veux dire, on a Big Show qui est à l'extérieur du ring. Donc les hommes légaux, c'est Marc-Henry et Chris Jericho. Big Show et MVP se sont fait mettre en dehors du ring par Marc-Henry et par le Big Show. Et donc Big Show profite justement que l'arbitre est de tourner pour revenir sur la prendre du ring et porter son WMD sur Marc-Henry. Et Chris Jericho fera difficilement le tomber sur Marc-Henry et MVP était à ça de pouvoir contrer le tomber, mais finalement Jericho arrivera à le faire et conservera donc son titre par équipe avec le Big Show. Donc la fin elle est bien, elle est très plaisante, mais le reste, heureusement que ça dure pas non plus un quart d'heure parce que ouais, je me suis un petit peu emmerdé. Et là je mets juste ça. Ce thème, je vais juste me taire. Je vais juste me taire. Il faut juste que Ajus et Chéro se taisent. Je sais pas si vous l'entendrez. Incroyable. Ce mash-up entre le thème du Big Show et de Jericho, c'est... Il est dingue. Il est dingue. Fallait que je vous en parle. Sinon, vous tapez Jericho. Je sais pas si vous m'entendez d'ailleurs. Vous marquez Jericho, Big Show, Mashup sur internet. Vous le trouverez 2009. C'est une pépite. C'est du génie ce thème. Pour la deuxième fois,
le champion conserve sa ceinture. Et oui, il l'a dit, Kofi Kingston bat le Miz pour conserver son titre des États-Unis dans un bien meilleur match quand même que l'opener. Même si c'est pas passé grand chose dans ce match, il n'y a pas eu de spot immense, il n'y a pas eu énormément de prise de risque, pas plus que d'habitude en tout cas, parce que Kofi Kingston prend toujours des risques lorsqu'il saute depuis la 3e corde, mais je trouve que ça reste classique, mais c'est très rythmé, les deux nous sortent un grand match je trouve, et Kofi Kingston conserve son titre des États-Unis après moult tentatives, j'ai dit moult une fois dans mes vidéos, il faudra quand même le préciser, après plusieurs tentatives du Miz de devenir champion, donc le Miz a bien dominé le match quand même, et il a même tenté de tricher une fois en faisant un petit paquet en retenant le pantalon de Kingston. Non, vraiment, le match, il est plaisant à regarder, même si, encore une fois, je le répète, ça n'atteint pas non plus des sommets. C'est quoi ce match? C'est quoi ce match déjà qui dure plus de 20 minutes? C'est... Regardez. Vous le verrez pas, c'est pas grave. J'ai la chair de poule. C'est magnifique. Et il faut que je retrouve la télécommande. Voilà, elle est là. Je vais arrêter ça. La Legacy bat la DX dans un Submission Count Anywhere match de génie. Je me demande si c'est pas... Il y en a que eu 2, je crois. Il y a dû y en avoir un en 2012, 2011, 2010. 2010 je crois, entre le Miz, Morrison et Daniel Bryan. Je crois que c'est déjà un Submission Count Anywhere match, et je crois que c'est les deux seuls qui aient eu lieu, en tout cas depuis 2007. Je sais pas s'il y en a eu avant, mais je crois pas, parce qu'il n'y avait pas de False Count Anywhere avant. Donc c'est pas à me dire s'il y en a un troisième qui existe, mais j'en ai pas en tête. En tout cas en pay-per-view j'en ai pas en tête, peut-être qu'il y en a plein d'autres, mais je m'en souviens pas. Alors celui-ci, je vous le dis maintenant, hein, un beau 10 sur 10 pour ce match-là, quoi. C'est incroyable. La seule petite chose que je pourrais regretter, c'est qu'il n'y a pas eu tant que ça des soumissions qui ont été faites. La plupart du match s'est déroulé en dehors du ring, mais il n'y a pas eu de prise de soumission qui ont été portées en dehors du ring, et je trouve ça un petit peu dommage. Et là, en l'occurrence, la prise finale, elle est portée à moitié sur le ring. Bon, dans un match simple, ça n'aurait pas été accepté parce que ça touchait les cordes, mais en fait, il y a Cody Rhodes qui porte un figure 4 leg lock sur Shawn Michaels avec les jambes qui étaient autour du poteau du ring. Et de l'autre côté, en fait, il y avait encore Ted DiBiase Jr. qui portait son $1 million Dream, donc c'est la prise de soumission de son père à Shawn Michaels pour l'empêcher simplement de contrer le figure 4 leg lock de Cody Rhodes. Donc vraiment, Shawn Michaels était vraiment prisonnier, et il a abandonné alors que Triple H était en train de revenir sur le ring. Il y a une très grosse construction de match qui est faite, c'est incroyable. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. Je pense qu'on n'est pas loin de la perfection pour ce genre de match-là. Allez voir le match pour comprendre la construction quand je dis ça, parce que au bout d'un moment, on a Shawn Michaels qui tombe depuis le haut des escaliers, donc ça se situe dans l'arène vers le public. Il tombe sur des tables, il retombe plutôt mal, et la Legacy vont vraiment s'acharner sur Triple H en coulisses. Et au bout d'un moment, lorsque Triple H est totalement KO, ils vont de nouveau s'acharner sur Shawn Michaels. C'est pour ça que Triple H a vraiment mis beaucoup de temps avant de revenir. Mais c'est du génie, et puis gros spot, j'avais jamais vu ça de ma vie. On a, plutôt en début de match, on a Shawn Michaels et Triple H qui portent 2 prises de soumission à Cody Rhodes. Cody Rhodes, en fait, il était bloqué, il était vraiment emmerdé dans une chaise, vraiment dans la chaise carrément. Et on avait Triple H qui portait un Boston Crab sur Cody Rhodes dans la chaise. Et Shawn Michaels arrive et porte un Camel Clutch à Cody Rhodes également. C'est juste une torture incroyable, j'ai jamais vu ça. Donc ça, plus la prise de soumission de la fin qui voit Shawn Michaels s'abandonner, sont clairement les 2 plus gros spots de soumission que j'ai jamais vus. C'était incroyable. Enfin bref, allez voir ce match-là, il mérite amplement le 10 sur 10. En plus, gros temps, gros match, rien à dire, je suis subjugué. Je comprends pas en fait comment on peut passer d'un match DX contre Legacy qui est exceptionnel à 5 minutes après, juste littéralement 5 minutes après que je vous ai fait les résumés de ce match-là, je vous reprends maintenant. Pour ce match-là, Kane bat le Great Khali dans un Singapore Kane match. Ça a duré littéralement... Alors, j'avance les entrées parce que voilà, je dois quand même vous dire que l'entrée de Khali, j'en ai un petit peu rien à foutre quand même. Mais on s'est fait chier quand même. Je veux dire, on est d'accord, c'est pas très rythmé à cause des gabarits. Je vais pas le redire à chaque fois. C'est quoi? C'est le 170e épisode, bien 174 d'ailleurs.
vu que je tourne cette vidéo un petit peu en avance. C'est le 174e épisode, donc ça fait, je pense, au moins la centième fois que je le dis. Les gros gabarits, ça amène pas forcément de rythme, mais ça amène de l'intensité, de la brutalité, et peut-être plus de crédibilité dans les coups. Mais putain, qu'est-ce que c'est chiant! Mais qu'est-ce que c'est chiant! Alors je préfère un match qui dure 10 minutes, qui est plus rythmé, avec moins d'intensité et moins d'impact dans les prises, alors à ce compte-là. Parce que là, on s'est fait chier, en plus Kali tombe au bout d'un moment, on voit attaquer Kane, c'est juste ridicule, on va pas se le cacher. Non, franchement, ça me déçoit, alors je m'attendais pas non plus à un match 5 étoiles, hein, on est bien d'accord. Je m'attendais pas à mettre un 10 sur 10. Mais je dois quand même vous avouer que je m'attendais un petit peu à plus, étant donné qu'il y a une stipulation qui aurait pu couvrir un petit peu et masquer les défauts que peuvent avoir les deux lutteurs et surtout Kali au niveau in-ring. Là, je sais pas, il y a même une intervention de Ranjit Singh qui aurait pu amener quelque chose, mais finalement pas tant que ça. Ouais, bon, au moins je me suis fait chier, mais je l'ai regardé le match. Des fois, le match il est ni bon ni mauvais, du coup il est tellement banal qu'on le regarde même pas. Donc là, au moins je l'ai vu, ça a duré 5 minutes, je me suis fait chier 5 minutes et j'espère qu'on passera à quelque chose d'un petit peu meilleur maintenant. Resté champion de la ECW chez lui, au Canada. Christian terre de bat ses aïeux. William Regal pour conserver son titre de la ECW dans un bon match. C'est pas le match de l'année, c'est pas un match hyper ouf non plus, mais on a Christian d'un côté, qui je pense que tout le monde le sait est un bon lutteur, mais on a William Regal de l'autre, qui je trouve est un lutteur très sous-estimé. Là aussi, ça fait plusieurs années que j'en parle, même avant ma chaîne, je m'étais fait beaucoup de fois cette réflexion-là. Je ne comprends pas pourquoi William Regal n'est jamais devenu champion majeur. On est d'accord que niveau charisme, c'est pas totalement ça. Niveau in-ring, c'est pas du spectaculaire, mais il a une technicité, ce mec. Pour moi, c'est un très très grand lutteur qui aurait très clairement mérité un titre majeur. Et pourquoi pas terminer sa carrière, entre guillemets, avant d'aller à NXT du côté d'NXT en tant que general manager. Il aurait dû avoir ce titre de la ICW au lieu de le donner à Ezekiel Jackson peu de temps après ce match-là. Mais bon, William Regal aura eu quand même un titre intercontinental avant de terminer sa carrière en tant que lutteur. Mais ça me déçoit d'un certain côté parce que pour moi, Regal avait le calibre pour être un champion majeur d'un tout autre niveau, d'une autre sorte en fait. Un champion majeur qui aurait pu amener quelque chose de frais sur tout le main roster et surtout à l'époque, je trouve. C'est dommage. Pour moi, c'est dommage. Je sais pas, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez de Regal pour les gens qui l'ont connu, mais je trouve que c'est un très bon lutteur et il l'a prouvé dans ce match-là, même si c'est de loin pas son meilleur. Donc, ça me rend nostalgique, mais le match, ça n'empêche pas d'être bon. Voilà, on se retrouve pour le main event. Je vais un petit peu baisser le son, sinon je vais me ramasser un immense strike. Voilà, vous l'entendrez certainement en fond aussi. Bref, c'est parti pour John Cena contre Randy Orton pour le titre de la WWE dans un I Quit match. J'espère que je n'ai pas fait le mauvais choix cette fois-ci. Dans ce cas, je pense que tout le monde serait en train de se foutre de ma gueule dans les commentaires. De toute façon, je le verrai bien dans une vingtaine de minutes, dans 20 minutes 30 pour être précis. Donc je m'attends à un très bon match, hein. Je ne vais pas vous le cacher, si tel n'est pas le cas, je serai très déçu. Encore une fois, le match sera coupé pour pas tout vous montrer, premier contact, pour tout vous montrer parce que sinon ça va durer 20 minutes de plus et en ce moment les vidéos, les Over the Result durent 30 minutes, c'est beaucoup trop, j'en suis conscient. Donc c'est pour ça que je coupe, n'hésitez pas à me dire peut-être pour les prochains épisodes de ne plus faire. Dites-le moi dans les commentaires ou dites-moi plutôt de continuer si vous voulez que ça continue comme ça. Bref, on va se laisser là, pas forcément montrer des souplesses arrière, donc on se retrouve dès qu'il y a des gros spots. A tout de suite. Ça fait 1 minute que je vous ai laissé et on est déjà avec Randy Orton qui tient une caméra dans les bras et qui fracasse le crâne de John Cena. Un remake de leur rivalité en 2006 lorsqu'il y avait Papa Cena dans le public et qu'Orton avait porté un RKO sur une chaise disposée de la même manière que celle-ci à l'extérieur du ring. Je pense que c'est un remake qu'il veut faire et qui va se louper. Encore une fois, je rappelle que je n'ai jamais vu le match. Oui, c'est ça. Ah bah, ok. Autant pour moi, c'était pas en 2006, c'était vraiment en 2009. On va revenir sur le match. Comme vous le voyez, Cena se fait démonter. Je pense qu'on va même pas faire de pause dans ce match-là. Mais c'est un match appréciable. Hein. Ça me fait bizarre de voir Orton avec un collier, même si c'est les clés. Et là, c'est très juste ce qu'il fait Orton. Il va voilà, un peu d'eau dans la gueule de Cena pour le réveiller, parce que tant qu'il est inconscient, il ne pourra pas abandonner. La seule solution, ce serait de fracasser les menottes, ou alors démonter les cordes. Mais de toute façon, il serait de toute façon attaché, donc il aurait les cordes comme un boulet derrière lui.
Ou alors le mieux c'est de prendre la clé qui est au cou d'Orton. Tandis qu'Orton, oh, putain de merde, il s'acharne sur Cena avec les coups de kendo-stick. Il en tombe même à la renverse. Ça le rend fou et il étrangle Cena avec le kendo-stick. Ce qui est censé être interdit, comme le disent Ajus et Shero. Et Cena arrive à porter un coup dans les parties intimes d'Orton. Ouais, c'est exactement ça. Donc, ah! Oh la vache! Ouais. Après, on vient de me dire que le catch c'est faux. Et ben, le temps passe très très vite. Ce qui est logique. Ou alors vous faites totalement chier, ou soit vous avez abandonné la vidéo, ou soit vous avez avancé parce que vous en avez marre de m'écouter. Ah, justement, Orton, c'est très risqué de faire ça. Orton a libéré Cena des menottes. Pourquoi a-t-il fait ça? Pour le rattacher à nouveau? Oui, c'est ça. Mais c'est risqué de faire ça quand même. Heureusement, il y arrive. Orton est un grand malade. Mais regardez-moi, le diable en personne. C'est le diable, Randy Orton et Lucifer. Et est-ce que Lucifer va perdre son titre de la WWE? C'est la grande question qu'on peut se poser. Même si on se doute que oui. Et là, Orton, bah forcément, se loupe. Il laisse la chaise par terre. Pas bon, ça. Oula. Pas mal de la part de Cena. Pas mal. Il arrive à se défendre. Et il a la clé. Voilà. D'où l'importance de laisser les clés très loin de la vue de Cena. Et Cena se menotte à Orton. C'est très intelligent. C'est très intelligent. Là, le siège est facile à porter. Avec les menottes, ça va faire beaucoup de dégâts et je pense que ça va terminer le match. Cena est réveillé en plus. Aïe, 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 aïe. J'ai peur pour Orton. Je suis quasiment sûr qu'il perd le titre, donc là, j'ai peur. Si le siège est porté, c'est terminé. Et voilà. Ma crainte est justifiée. Exactement ce que je pensais. Exactement ce que je pensais. Orton va abandonner. Écoutez. Et il abandonne. Match très très bien. Très bien fait, très bien construit. Il manque peut-être 5 minutes. Là. Là. Attention, à la coronavirus. Mais, C'est beau. mais C'est pourquoi beau. la cloche a sonné? C'est beau. C'est magnifique. Si un remporte le titre, Mais on comment ça? conserve le Mais titre. comment ça il Parce que remporte le c'est titre? beau. Il conserve le titre, n'a jamais changé. Que c'est beau. Ouais, attendez. C'était bien un match de soumission. Mais il l'a fait abandonner, Philippe. Mais non, il a pas abandonné, on n'a rien vu. Il lui a porté dans la Mais coronavirus. il a pas tapé au sol, il a même pas entendu dire j'abandonne. C'est quoi, beau. ça? C'est vraiment beau. Le Montréal Screwjob 2. Et oui, vu que le choix s'est passé à Montréal, on a un deuxième Montréal Screwjob. Donc CM Punk bat l'Undertaker par soumission pour conserver son titre poids lourd. Effectivement, l'Undertaker n'avait pas tapé. L'arbitre fait le signe au timekeeper de faire sonner la cloche. Et avec CM Punk, fuit vers Theodore Long, qui était sur la rampe d'accès au ring, qui a un visage vraiment fermé. Il s'est fait un peu manipuler par CM Punk, on le saura les semaines d'après, je me souviens plus vraiment ce qu'il y avait eu après ça, c'est vraiment pas me le dire dans les commentaires. Je me souviens que l'Undertaker, après avoir attaqué Theodore Long dans la voiture, la fameuse scène mythique dans la limousine, où l'Undertaker était le conducteur et vraiment avait mis des fumigènes dans la limousine où était Theodore Long. Mais Theodore Long, il était sur la rampe d'accès au ring, pourquoi? Parce qu'il était intervenu genre 1 minute avant pour dire à l'Undertaker qui avait fait taper CM Punk avec le Hell's Gate que la prise de soumission de l'Undertaker, donc le Hell's Gate, avait été bannie par Vicky Guerrero quelques mois plus tôt et que l'interdiction continuait d'être là. Et donc il a fait recommencer le match. CM Punk n'a donc jamais perdu contre l'Undertaker. Et CM Punk bat l'Undertaker avec toute cette controverse autour de Theodore Long et de la prise de soumission et le fait que l'Undertaker n'abandonne jamais, parce que je crois qu'il avait jamais abandonné jusque-là l'Undertaker, donc ça aurait été la première fois, et donc CM Punk conserve son titre de cette manière-là. Alors la fin et tout, c'est magnifique, j'adore tout ce qui est controverse, vous le savez, Edge qui perd directement son titre dans le premier Elimination Chamber, et qui va tabasser Kingston pour intégrer le deuxième et remporter le titre poids lourd. Vous savez, tout ce genre de controverses, moi j'aime les heel-turns, j'aime les face-turns, j'aime les controverses. C'est ça qui me fait le plus vibrer, ou les cash-in aussi dans le catch, c'est ce que j'aime le plus. Mais il ne faut pas oublier que le match dure 6 minutes avant l'intervention de Theodore Long, et donc plus de minutes, ça fait à peu près 8.
pour un main event pour le titre poids lourd. Alors, j'avais déjà vu ce match-là, mais je me souvenais pas du tout que ce match était d'une durée aussi courte, donc ce sera ma déception. Donc vous allez voir maintenant la note de ce match-là, et d'ailleurs avec toutes les autres. D'ici quelques secondes, vous allez voir la note finale de ce pay-per-view également. Je vous laisse la surprise. Non, en attendant, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match-là et de tous les autres dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je rappelle que l'objectif c'est 2000 abonnés. Je tourne cette vidéo en mois de juin, donc peut-être que ce sera déjà fait au mois de mars 2019, du moins je l'espère. C'est vraiment un des derniers objectifs de la chaîne. Et en attendant, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.